Merci beaucoup Igor Saïri. Effectivement, coup d'envoi dans quelques minutes de cette cérémonie tant attendue des JO de Paris 2024. Bienvenue à tous dans BFM Soir. Bonsoir. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. C'est parti pour près de 5h30 Mathilde Oui. de direct. On va battre un record sans doute ce soir. On va consacrer une très large partie de notre antenne évidemment à ce qui se passe dans la rue avec cette ferveur qui est justement qui se voit sur ces images à travers le pays et particulièrement bien sûr dans la capitale. Mais avant cela, cette toute dernière information puisque on l'a appris il y a quelques minutes, l'ADN de Lina, la jeune adolescente qui a disparu justement en septembre 2023, l'ADN de Lina a été découvert dans un véhicule volé. Mathias Tesson. Oui, absolument. C'est le parquet de Strasbourg qui nous l'apprend ce soir. Évidemment, les magistrats instructeurs et les services enquêteurs travaillaient dans l'ombre depuis tous ces mois, depuis le mois de septembre 2023, où la jeune fille de 15 ans avait disparu après avoir quitté son domicile du Bas-Rhin. Et on a appris ce soir dans un communiqué de presse que effectivement, les enquêteurs se sont intéressés depuis peu à un véhicule qui jusqu'à présent n'apparaissait pas dans la procédure. Il ne faisait pas partie des véhicules qui ont déjà été analysés. Un véhicule volé, nous dit-on ce soir, un véhicule dont la géolocalisation a déjà été étudiée, et il se trouve que selon les enquêteurs, ce véhicule, sa géolocalisation se trouvait dans la zone où la jeune fille disparaît en septembre dernier. Et l'autre élément principal ce soir, c'est que après investigation menée à l'intérieur de ce véhicule, le profil génétique de la jeune fille de 15 ans a été retrouvé à l'intérieur. C'est une avancée majeure dans cette enquête. Effectivement, il y a encore de nombreuses questions qui se posent. Ce véhicule décrit comme volé, par qui a-t-il été volé? Est-ce que d'autres profils génétiques apparaissent à l'intérieur qui pourraient permettre de remonter jusqu'à un ou plusieurs suspects? Est-ce que là où ce véhicule a été trouvé correspond à une zone intéressante pour l'enquête où Lina pourrait se trouver? C'est encore à toutes ces questions que les enquêteurs vont devoir maintenant répondre. Mais dans son communiqué, la procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, a cette phrase à la fin qui est tout de même assez éloquente. Cette avancée majeure dans l'enquête devrait permettre de localiser Lina. Guillaume Fard, on l'a dit, c'est un nouveau rebondissement extrêmement important dans cette affaire. C'est depuis septembre dernier, effectivement, que nous n'avions pas d'informations. Ça veut dire quoi? D'abord, peut-être même le premier rebondissement véritable, parce que la jeune Lina qui avait disparu, vous le disiez, en septembre dernier, toujours pas retrouvée, et elle est recherchée très activement. La disparition a tout de suite été jugée inquiétante. Sa mère s'est exprimée à de nombreuses reprises. Elle a pris la parole, disant que rien dans l'attitude de sa fille ne laissait présager une fugue, et que donc elle redoutait le pire. Et dans ces affaires de disparition, plus le temps passe, plus évidemment vous imaginez que la personne que vous recherchez probablement est décédée. Et donc là, ce rebondissement, c'est en fait la première piste véritable qui est évoquée par la procureure de la République, en disant qu'on a un véhicule dans lequel on retrouve de l'ADN. Dans les autres et notamment l'ADN de Lina. Et dans les autres informations qui nous sont communiquées, c'est que le véhicule a été volé. Ça aussi, ça nous est dit. Alors, ce qui laisse présager, même si là la procureure ne le dit pas, à une préméditation. Parce que si vous volez un véhicule dans l'intention c'est que peut-être vous avez l'intention de commettre un acte de nature criminelle. Et après, là où je rejoins pleinement Mathias Tesson, c'est la dernière phrase du communiqué, disant parce qu'il y a ce véhicule volé, parce qu'il y a l'ADN de Lina à l'intérieur du véhicule, on devrait peut-être prochainement retrouver Lina. Est-ce à dire, mais ça n'est qu'une hypothèse, qu'on devrait la retrouver prochainement, hélas, retrouver son corps. Mais en tout état de cause, c'est une avancée dans l'enquête, à ce point significatif que la procureure use de son droit de communiquer, puisque l'article 11 du Code de procédure pénale lui permet, et fait ce communiqué de presse. 10 mois après justement sa disparition, les enquêteurs continuaient, même si ils avaient du mal sans doute à récolter un certain nombre de preuves et qu'on en parlait moins. Pour autant, la gendarmerie continuait d'enquêter. Vous n'arrêtez jamais. Vous n'arrêtez jamais. Au point d'ailleurs que les gendarmes, comme les policiers, disposent de cellules qui traitent les affaires
on pourrait traduire en français, cold case, quoi, en tout cas les affaires non élucidées pour lesquelles on n'a pas encore retrouvé les auteurs. Et donc vous ne cessez jamais d'enquêter. Vous essayez d'ailleurs de faire vivre les procédures en trouvant des éléments nouveaux pour que juridiquement les procédures tiennent. Mais non, dans le cas de l'affaire Lina, qui plus est, de cette jeune adolescente qui était disparue il y a bientôt 1 an, on n'allait certainement pas interrompre les investigations. Elle était recherchée et elle reste recherchée très activement. Axel Ron, je me tourne vers vous. Vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça faisait, on l'a dit, 10 mois que Lina était recherchée. On n'avait aucune trace de cette jeune fille. Évidemment, les policiers étaient pleinement mobilisés sur cette enquête. Pourquoi ça a mis autant de temps? Les gendarmes. Les gendarmes, pardon, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Oui, Bien sûr. c'est la gendarmerie, effectivement, qui gère cette enquête. Écoutez, là, c'est vrai que ça va faire, je pense, avancer cette affaire. On a eu un relevé génétique, donc j'imagine que il est passé dans le fichier national des empreintes génétiques, le FAEG, et ça a matché, si vous voulez. Dès qu'il y a un véhicule volé, dès qu'il y a des cambriolages, on cherche de la génétique et on le met dans ce fichier et pour essayer de retrouver des individus. Donc sur ça, je ne sais pas dans quelles conditions le véhicule a été retrouvé volé. Est-ce qu'on l'avait déjà signalé? Est-ce que finalement on était... Est-ce que c'est le hasard de l'enquête ou pas? Ça, je ne sais pas si le procureur en a parlé. Non, ils disent que les magistrats instructeurs se sont spontanément intéressés à un véhicule, voilà. Qui n'apparaissait pas dans la procédure jusqu'à présent. Il faudra savoir, est-ce que c'est par le hasard finalement? Est-ce que le véhicule a été volé en amont ou après? Donc, l'enquête ne fait que débuter et par rapport à ce véhicule et par rapport à cette trace ADN, il faut voir s'il n'y a pas d'autres traces ADN qui vont sortir, ce qui pourrait permettre finalement d'identifier des auteurs, et ça c'est très très important pour nous et pour les services enquêteurs. Et on est en direct avec Philippe Zdankiewicz. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes enquêteur bénévole et formateur, ancien gendarme, je le précise également. Comment est-ce qu'on en arrive 10 mois après à détecter cette trace ADN? Il faut vraiment récolter un certain nombre d'éléments et user d'un travail acharné. Mais oui, c'est comme il a été précisé tout à l'heure, l'enquête n'est jamais terminée, on continue toujours. Et dans tout élément qui se produit au cours de vol de voiture, cambriolage ou autre, on a de toute façon la police éthique qui se déplace et forcément on retrouve des traces. Et on étudie les traces et oui, ça match. Et donc voilà, c'est une avancée dans une enquête parmi une autre enquête. Est-ce que plus le temps avance, plus c'est difficile peut-être de retrouver déjà des traces, premièrement, mais aussi de retrouver la trace de l'agresseur, du potentiel meurtrier? Par la suite, non. Avant tout, il faut bien trouver et comprendre de la manière, donc la voiture, si c'était avant, après, il va falloir trouver, se situer dans le temps. Ensuite, évidemment, il y a cet ADN, mais il y a forcément d'autres ADN. Il y a d'autres personnes qui ont dû être dans la voiture. Donc, on va réussir à trouver forcément d'autres indices qui vont pouvoir permettre d'avancer considérablement dans l'enquête. Pour détecter cet ADN, comment avancent les enquêteurs? Ils étudient en tout cas le bornage téléphonique de certaines personnalités, ils étudient les caméras. 10 mois après, peut-être que parfois ils trouvent certains indices? Ça dépend du travail des enquêteurs. Comme je vous l'ai dit, l'enquête n'est jamais finie. On a toujours des positions à mettre en place et on vérifie, on est à l'affût. C'est ça surtout qui est important, c'est à l'affût du moindre indice. Et donc, évidemment que dans l'ADN, pour l'ADN, la police technique, on fait des prélèvements. Ensuite, il y a des visions, des visios dans les caméras de ville et autres, et de campagne. Et voilà, donc on arrive à progresser et à avancer petit à petit. On imagine que la famille de Lina a été prévenue, évidemment. Ça donne plus d'espoir à ses parents, sûrement, ce soir? Certainement, oui. Puis, vous savez, je vais peut-être aller un peu... Ça va être prétentieux de ma part, mais je pense que la petite Lina, elle est toujours vivante. Et vous savez,
Je ressens ça un petit peu dans cette affaire. Je vois pas la petite Lina qui a été tuée quelque part et abandonnée. J'imagine, et c'est ce que je disais encore, parce que j'ai rencontré la maman. L'espoir est important. Et pour moi, l'espoir, oui, je pense que la petite Lina est toujours en vie. Mais c'est personnel, hein, c'est une opinion personnelle et que je ne veux pas du tout dire si la vérité est vraie. Hein. Et on se souvient évidemment du témoignage très fort de sa mère, Guillaume Farbe. C'est vrai que, encore une fois, c'est le début peut-être d'une nouvelle enquête. Ce n'est pas l'aboutissement de quelque chose, mais en tout cas, c'est un sérieux tournant. Oui, mais c'est la poursuite des investigations. D'abord, les enquêteurs de la gendarmerie n'ont strictement rien laissé au hasard. Donc, de façon très méticuleuse, ils ont examiné tous les éléments à leur disposition pour retracer le parcours de l'ensemble des véhicules, essayer de regarder qui a borné avec son téléphone portable dans la zone. Parce que vous savez que cette jeune fille a emprunté un chemin pour se rendre à la gare et que sur ce chemin, elle aurait pu croiser des véhicules. Donc, il a fallu regarder tous les éléments en termes de bornage téléphonique. Il a fallu éplucher toutes les images de vidéoprotection avant le lieu où on perd la trace de Lina, après le lieu où on perd la trace de Lina, pour essayer de recenser méticuleusement tous les véhicules et ensuite d'essayer de recouper cette information avec d'autres informations sur les véhicules en question. Il suffit que vous ayez regardé des images de vidéoprotection un peu avant, un peu après, un peu en amont du parcours de la jeune fille, un peu en aval, et que vous ayez trouvé une voiture qui avait été déclarée volée, parce que vous avez le fichier des véhicules volés, évidemment, vous remontez cette piste. Et ensuite, c'est un travail de fourmi, parce que il faut retrouver cette voiture, il faut la confier aux gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les fameux experts de la gendarmerie, procéder au relevé ADN, retrouver l'ADN de Lina par comparaison. C'est tous ces fils-là que vous tirez pour arriver à une piste qui est une piste très sérieuse. C'est-à-dire qu'on a progressé. Oui. On avait complètement perdu sa trace et maintenant on sait qu'il y a un après la disparition. Merci beaucoup Guillaume. Nous reviendrons évidemment dans les prochaines heures, tout au long de cette soirée, sur cette affaire. Donc ce dernier rebondissement concernant cette affaire Lina. Dans le reste de l'actualité, évidemment, ce sont ces 3 actes de sabotage qui ont eu lieu la nuit dernière contre le réseau SNCF, impactant plusieurs lignes de TGV et évidemment affectant 800 000 voyageurs ce week-end. Le trafic va petit à petit revenir à la normale, surtout d'ici lundi. On va retrouver Frédéric Fernandez qui se trouve à la gare Montparnasse, justement à Paris. Bonsoir Frédéric, alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez croisé peut-être des voyageurs qui ont pu prendre leur train ce soir? Alors, note d'espoir, effectivement, des voyageurs ont pu prendre leur train à partir même de 13h30. Ça va doucement mieux. On le voit d'ailleurs sur ce parvis, il y a beaucoup moins de personnes qui attendent puisqu'il y a des voyageurs qui arrivent, d'autres qui partent. Donc, on est vraiment sur une situation qui s'améliore doucement. Pour l'instant, le trafic est de l'ordre de 1 train sur 3. Mais parmi les voyageurs qui ont réussi à rejoindre la capitale ce soir, il y a vous, Alice. Alors, dites-nous un petit peu, ça a été compliqué, mais vous êtes là. Ça a été compliqué. Alors, nous venons de la Baule pour aller à Paris, en passant par Nantes. Donc de Baule à Nantes, tout allait très bien. Et c'est vrai qu'à Nantes, il y a eu des complications. On a eu un retard de 3 heures pour arriver à Montparnasse. Mais cependant, nous, on avait fait exprès de prendre un train tôt pour pouvoir regarder la cérémonie d'ouverture. Donc moi, avec mes parents, j'ai donc pas pu les accompagner ce soir. Je suis un peu triste. C'est la première fois et peut-être la dernière fois que je pourrais faire ça dans ma vie. Donc voilà. Merci Alice, on comprend votre déception. On vous laisse partir pour aller la regarder à la télé, cette cérémonie. Autre chose également à ajouter, 8000 personnes, 8000 voyageurs ont été affectés donc par cette attaque massive contre le réseau de la SNCF. Les choses devraient aller doucement mieux demain et c'est surtout à partir de lundi qu'on pourrait espérer un retour à la normale. Merci beaucoup Frédéric Fernandez depuis la gare Montparnasse. Guillaume Farbe, on a été tous sidérés ce matin en apprenant cette attaque d'ampleur contre les installations de la SNCF en ce jour de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on sait précisément maintenant ce qu'il s'est passé? Ce que l'on sait de façon certaine, c'est que ce sont des actes de sabotage, qu'ils sont au nombre de 4, qu'ils sont coordonnés et qu'ils sont préparés à l'avance. Et la volonté de ceux qui sont à l'origine de ces sabotages, c'était de totalement paralyser le trafic sur les lignes à grande vitesse sur l'ensemble du territoire national. Ils y sont presque parvenus puisque en 4 points bien précis où se trouvent
des boîtiers d'alimentation pour les lignes à grande vitesse. Il y a eu 3 sabotages réussis et un 4e dans le département de l'Yonne qui a été mis en échec par l'action des personnels de la SNCF qui ont immédiatement appelé la gendarmerie après avoir vu des hommes voulant détruire une des bornes d'alimentation. Et par cette action, il y a eu de très graves perturbations sur le trafic, ça a été dit, et le trafic a même été empêché une partie de la journée sur les principaux axes Paris-Nord, Paris-Est, Paris-Ouest et Grand Ouest. Pour ce qui est de Paris-Sud, ou de Paris vers le Sud, au départ de Paris-Gare de Lyon, le trafic n'a pas été interrompu, il a été préservé parce qu'il y a eu cette mise en échec des saboteurs dans le département de l'Yonne. Maintenant, une fois que cela se produit, vous posez évidemment la question de qui, pourquoi, et qui est à l'origine de cet acte de sabotage et pour quelle raison. Évidemment, la date interpelle. On parle quand même de profil d'ultra-gauche. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Il n'y a pas de confirmation officielle, ni pour l'ultra-gauche, ni pour d'autres auteurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interpellation d'une part, et il n'y a pas de communiqué de revendication de cette action à cette heure, d'autre part. Maintenant, des informations qui nous parviennent, la piste de l'ultra-gauche semble privilégiée sur d'autres pistes, en raison du fait que, d'abord, des collectifs d'ultra-gauche avaient appelé à entraver le bon déroulement des Jeux Olympiques à travers différents mots d'ordre. Le dernier en date étant pas de gouvernement, pas de JO. Donc c'était quand même assez clair. Il y avait des appels à ce que les Jeux Olympiques ne se tiennent pas convenablement ou qu'on empêche certains de s'y rendre, parmi lesquels des bénévoles, des personnes qui travaillent directement sur les Jeux, des athlètes. Certains venaient de Lille, ils n'ont pas pu prendre leur train ce matin dans de bonnes conditions. Donc il y a ce mot d'ordre-là. Et puis plus généralement, l'ultra-gauche en France est coutumière des faits d'entrave et de sabotage à l'encontre des infrastructures de transport. Et donc c'est aussi pour cela que c'est la piste qui est privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'au terme de l'enquête, ce sera seulement celle qui sera validée. Là, on parle d'une orientation d'enquête, pas d'une conclusion d'enquête. On était justement à Montparnasse. On va partir du côté de la gare du Nord, puisque beaucoup de conséquences sur cet emplacement avec vous, Anne-Laure Bance. Comment ça se passe ce soir? Est-ce que certains voyageurs ont pu quand même partir? Oui, alors la situation elle reste encore très compliquée. Ici, il y a toujours beaucoup de retard sur les destinations nationales, mais aussi hors de France. Si vous voulez par exemple vous rendre à Lille, il y a au moins 1h30 de retard si on regarde le panneau d'affichage. Mais les difficultés, elles se concentrent principalement sur les destinations Eurostar comme Amsterdam ou encore Bruxelles. Là, il faut faire preuve d'énormément de patience, entre 2 à 4 heures de retard. On essaye quand même d'être optimiste parce que demain, selon le dernier point de la SNCF, 80% des trains sur cet axe nord vont circuler. Ils circuleront très lentement. Il faut donc prévoir des retards allant de 1 à 2 heures au départ ou à l'arrivée en gare. Mais c'est une situation qui va s'améliorer. L'Eurostar, de son côté, a communiqué également. Un train sur 5 sera annulé tout au long de week-end. Beaucoup de trains vont quand même circuler, mais là encore du retard à prévoir. On a croisé il y a quelques minutes encore 2 voyageurs qui arrivaient de Bruxelles, tout en sueur. Ils avaient leur précieux sésame, un QR code pour leur permettre d'assister à la cérémonie des Jeux. Donc vous voyez, malgré ces retards à répétition ici en gare du Nord, les voyageurs arrivent quand même à arriver pile à l'heure pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Anne-Laure Bance. Je me tourne vers vous, Axel Ronde, parce que la question de la sécurité se pose. C'est la veille des Jeux Olympiques, en tout cas de la cérémonie d'ouverture. C'est très attendu. Est-ce que c'est pas plus sécurisé, ces zones-là, en tout cas